musculaire dans la déformation rachidienne et la comparaison avec une population de témoins. Donc on l'a vu, la scoliose dégénérative est un processus multifactoriel, une pathologie fréquente. D'un point de vue radiographique, l'analyse est assez complète et les corrélations avec la gêne fonctionnelle et les douleurs a été faite, notamment avec le déséquilibre sagittal ou l'apparition de dislocations rotatoires. Les muscles ont un rôle pour le maintien de l'équilibre, mais tout ceci entraîne une dépense énergétique importante. Et comme l'a montré M. Chopin, plusieurs études ont été faites sur l'analyse de ces muscles dans un processus dégénératif chez le sujet non déformé, avec une perte de volume avec le vieillissement sur des analyses scanographiques, une diminution de la surface, donc là pas des analyses volumiques mais des analyses en tranches de section, et une augmentation de l'infiltration graisseuse à l'IRM cette fois-ci. Les études sont beaucoup plus rares sur les patients avec déformation. La majorité des études sont réalisées en tranches de section, donc pas d'analyse volumique. Celle-ci montre une amyotrophie, mais le plus souvent, elle concerne donc une analyse sur un seul niveau, le plus souvent en L3, L4 ou en L4, L5, et sur les psoas ou les paravertébraux, donc les groupes musculaires analysés sont peu nombreux. Certains ont montré donc une infiltration graisseuse plus importante également chez des patients avec une perte de lordose lombaire. Et la seule analyse volumique à ce jour est celle réalisée par Bertrand Moal sur une série de patients avec une déformation rachidienne, mais il n'y a pas eu de corrélation avec les paramètres radiographiques. Donc nous allons donc dans cette série vous présenter la dégénérescence musculaire des muscles rachidiens et pelviens chez les patients avec une scoliose de l'adulte, en comparaison à une série de témoins et d'analyser les relations entre ces caractéristiques et les caractéristiques radiographiques. Donc c'est la même série que ce matin, des patients avec une scoliose de plus de 20 degrés, des patients de plus de 40 ans, scoliose thoracolombaire ou lombaire, donc pas de thoracique. Et nous les comparons à deux séries de témoins qui avaient les mêmes types d'examens, des sujets âgés sans déformation et des sujets jeunes sans déformation, deux séries issues de travaux de master et de PhD à l'ENSAM. Tous les patients avaient des EOS avec une reconstruction 3D et l'IRM musculaire selon la séquence Dixon, étendue de C7 au genou pour les patients avec déformation, mais malheureusement parfois des analyses plus courtes sur les autres populations, c'est pourquoi nous n'aurons pas toujours le même nombre de muscles entre les différentes séries. Chez les patients avec déformation, nous avons analysé donc 30 muscles, regroupés en 6 groupes, les érecteurs et les fléchisseurs du rachis, les extenseurs et les fléchisseurs du hanche, les abdominaux et les pectoraux. Nous avons comparé le volume et l'infiltration graisseuse entre le côté droit et gauche chez les patients avec déformation. Nous avons comparé le volume et l'infiltration entre les sujets avec déformation et les asymptomatiques. Nous avons corrélé ces paramètres musculaires aux paramètres radiographiques et cliniques. Donc l'âge moyen de la série est de 64 ans, une majorité de femmes. Les caractéristiques démographiques étaient similaires entre les témoins âgés et la population avec une déformation. Néanmoins, l'indice de masse corporelle était plus important chez les sujets âgés que les témoins jeunes. Concernant les paramètres radiographiques de notre série de patients avec déformation, l'angle de Cobb moyen était de 47 degrés, l'incidence pelvienne moyenne de 58 degrés, une version de 20 degrés, une lordose lombaire de 48 degrés. Alors, le volume total des patients donc, était de 10 décimètres cubes sur les 30 muscles, soit 10 litres. On n'observait pas de différence de volume ni d'infiltration entre le côté droit et gauche chez les patients avec une déformation quand on analysait les valeurs moyennes de ces différents groupes musculaires, comme on le voit ici par exemple pour les érecteurs. Néanmoins, si on s'intéresse plus précisément à chaque corps musculaire, on peut observer qu'il existe des différences entre le côté droit et gauche, donc liées à la concavité de la déformation, comme sur le longissimus, l'iliocostalis où la différence est encore plus marquée, le psoas et l'obliquus où on voit qu'il y a une grande variabilité entre les patients, mais des différences entre le côté droit et le côté gauche chez ces patients. Lorsqu'on compare le volume musculaire entre les sujets avec une déformation de l'adulte et les sujets âgés asymptomatiques, il n'y a pas de différence de volume total. Néanmoins, il y a une diminution de volume significative chez les patients avec une déformation rachidienne concernant les érecteurs du rachis, les psoas, les abdominaux et les obliques. Pour cette analyse, nous avons effectué un rapport entre le volume musculaire sur le volume total du patient. C'est pourquoi nous parlons ici en pourcentage. Lorsqu'on compare le volume musculaire avec ceux des sujets jeunes, le volume total est inférieur pour les sujets avec une déformation de l'adulte, de 3 décimètres cubes en moyenne,
Et on observe là encore une diminution du volume relatif des érecteurs du rachis, des psoas et des quadriceps chez les patients adultes avec une déformation. En revanche, il est intéressant de noter qu'il n'y a pas de différence de volume relatif au niveau des fessiers, du tenseur du fascia lata et des ischio-jambiers. Donc on peut penser à un rôle et toujours une activation importante de ces muscles dans la régulation de l'équilibre. L'infiltration graisseuse, donc c'est un histogramme un petit peu lourd, où on voit qu'il n'y a pas de différence significative droite et gauche entre les différents muscles, mais ce qu'il est plus intéressant d'analyser, c'est que certains groupes musculaires ont une infiltration plus importante que d'autres, comme les érecteurs du rachis, les psoas et les abdominaux, et les tenseurs du fascia lata. Nous avons vu qu'il existait ce matin des corrélations donc, entre les paramètres radiographiques et musculaires. L'angle de Cobb, la rotation axiale intervertébrale et l'alignement sagittal global sont bien corrélés avec les volumes musculaires des érecteurs rachidiens, des fléchisseurs rachidiens, des abdominaux, ainsi qu'avec l'infiltration graisseuse. Concernant la corrélation avec les scores fonctionnels, malheureusement, tous les patients n'avaient pas des scores fonctionnels. Nous avons en score fonctionnel utilisé l'ODI pour la lombalgie, le SRS-30, donc spécifique de la scoliose, et un score de qualité de vie, le SF12. Le volume des érecteurs du rachis était bien corrélé avec ces trois scores. Le volume du psoas et des fessiers était corrélé au SF12, et l'infiltration graisseuse des fléchisseurs de hanches était également très bien corrélée avec ces trois scores. Donc, avec ces différentes études, nous avons vu que l'aggravation ou l'importance de la déformation, l'apparition de dislocations, était associée à une dégénérescence musculaire plus importante, qu'un défaut d'alignement sagittal entraînait des contraintes et des forces exercées également plus importantes. Les différents systèmes d'analyse musculaire que nous avons vus au cours de ce symposium sont tous très intéressants pour analyser ces muscles et probablement que les combinés nous apporteraient beaucoup d'informations. Néanmoins, il y a un paramètre qui reste peu analysé et où on n'a pas trop de réponses, c'est l'analyse de l'évolution de ces processus dégénératifs. Chez l'enfant, l'index de sévérité a été décrit avec l'analyse du disque. Peut-être qu'on pourrait l'utiliser en plus du reste de ce qu'on a présenté ce jour pour prédire l'évolution de la déformation. Cette série présente certaines limites. On a étudié la différence droite et gauche, mais l'analyse de la différence entre la concavité et la convexité pure serait plus intéressante. Également, il serait intéressant d'avoir l'infiltration graisseuse des témoins, bien sûr de faire une analyse longitudinale de ces patients et de les suivre en post-opératoire. En conclusion, donc on observe qu'il y a une différence de perte de volume musculaire concernant les psoas et les érecteurs en fonction du côté de la courbure, qu'en comparaison aux témoins âgés, la perte de volume des érecteurs, des psoas, des abdominaux et des obliques est significative. Comparé au sujet jeune, la perte de volume des érecteurs, des psoas et des quadriceps est significative, mais il y a probablement un rôle des fessiers et des ischio-jambiers dans le maintien de l'équilibre. Enfin, l'autre point important, c'est la variabilité de l'ensemble de ces paramètres, notamment l'infiltration graisseuse, qui reste néanmoins plus importante pour les érecteurs et les abdominaux. Je vous remercie. Ah non, pardon. Donc là, c'est ce qu'on voit avec le cas de ces deux patients de 68 et 69 ans. On voit que le rapport relatif de chaque volume musculaire est globalement similaire entre ces deux patients, avec des volumes importants pour les érecteurs, pour les abdominaux, pour les ischio-jambiers, qui sont les barres les plus importantes de l'histogramme. Deux patients qui ont des déformations importantes. L'analyse sagittale de ces deux patients, par contre, montre un déséquilibre beaucoup plus important pour la patiente de droite. Et si on analyse leur infiltration graisseuse, on voit que là, la différence est vraiment très significative entre les deux, avec une infiltration en moyenne de 20% pour l'homme contre 60% pour la femme. Je vous remercie.